Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à vous à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes la maire d'Yverdroite de Romans-sur-Isère. Merci de votre présence ce matin. Les esprits s'échauffent, Madame le maire, autour de la phrase du Premier ministre qui a parlé d'un sentiment de submersion migratoire. La gauche accuse François Bayrou de reprendre les mots de l'extrême droite. Le sentiment de submersion, tout comme d'ailleurs le sentiment d'insécurité dont avait parlé Elisabeth Borne au sujet du drame de Crépol, après la mort de Thomas dans une affaire impliquant des individus venant de Romans-sur-Isère. Est-ce que ce sont pour vous des sentiments ou est-ce que ce sont des réalités ? Je m'étais déjà exprimé sur l'expression qui avait été celle d'Elisabeth Borne à l'époque et j'avais dit que de sentiments il n'en était pas puisque nous étions bien dans une situation de réalité vécue s'agissant de la sécurité. Pour les propos qui ont été ceux du Premier ministre, de François Bayrou, bien, je dis qu'on se retrouve dans la même configuration. Cette notion de submersion, c'est une notion qui est vécue au quotidien par de nombreux Français. Je vous assure, il suffit de pas aller très loin. Je veux dire, Paris a énormément changé. Si vous descendez à Marseille, je vous invite à aller faire le trajet de la gare Saint-Charles pour descendre au Vieux-Port à pied. Bien, vous verrez aussi, et vous pourrez constater cette notion de submersion. Donc, je pense que sur ce point, le Premier ministre avait raison, et certains mots ne sauraient pas être l'apanage de certains partis politiques. Justement, que répondez-vous à ce qui dit ce sont les mots de l'extrême droite qui sont aujourd'hui banalisés? Absolument pas. Je veux dire, il suffit de regarder le sondage. 65% des Français constate la réalité de ce qui a été évoqué par le Premier ministre hier ou avant-hier sur les plateaux. Donc nous sommes bien dans une situation où on a une submersion, une vague. Et d'ailleurs, je crois que M. Stefanini, qui était sur votre plateau hier, l'a traduit aussi en chiffres. Donc ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une illusion, c'est véritablement une réalité de terrain. Et Marie-Hélène Toraval, quand on a ainsi une distorsion entre ce que vivent les Français, comme vous le dites, sur le terrain, dans leur vie quotidienne, et quand même ce que dit une partie de la classe politique, est-ce que pour vous il faudrait un référendum dans ce domaine ô combien important de celui de l'immigration? Alors je crois déjà qu'on a un fossé qui est un fossé aujourd'hui. On a un fossé entre la classe politique et puis le Français du quotidien, tout simplement. Et il suffit de regarder aussi les réactions. Je lis le PS s'offusque. Ce sont des mots qui correspondent au champ lexical du Front National. Non, ce sont les mots des Français. Ils se traduisent dans un sondage. Je dis qu'à un moment donné, si on veut se donner les moyens de ses prétentions, c'est-à-dire aussi la nécessité d'une action aussi sur la situation qui est liée à l'immigration, eh bien, si on ne se sent pas sûr avec la classe politique qui est particulièrement ou tout simplement représentée au niveau de l'Assemblée nationale, pourquoi n'allons-nous pas sur un référendum? Et à ce moment-là, je veux dire, la puissance, elle viendra du peuple. Souveraineté populaire, pour vous, doit primer finalement dans un tel domaine qui concerne la vie quotidienne. Tout à fait, ça me semble tout à fait évident. Et pourtant, la porte a été fermée sur ce sujet. C'est bien dommage, et puis je pense que c'est vraiment une occasion manquée de donner. C'est aussi une forme qu'on n'a pas exploitée depuis de longues années, c'est-à-dire de redonner la parole sur un véritable sujet de société. Marie-Hélène Toraval, Elias, c'était malheureusement un adolescent de 14 ans et il vient allonger la longue liste d'enfants, de mineurs poignardés, tout comme l'a été Thomas, 16 ans, poignardé lors d'une fête de village à Crépol. Est-ce que déjà, de votre point de vue, il y a des similarités entre les deux affaires ? Alors des similarités, bien évidemment, parce que le mode opératoire est commun aux deux. Si vous vous souvenez, lorsque j'étais intervenue sur le meurtre de Thomas, je vous avais dit qu'il ne s'agit pas d'un fait divers, d'un fait de société, et ce ne sera pas le dernier. L'actualité, hélas, vous donne raison. Et oui, hélas. Donc, cette notion aussi d'arme blanche, elle vient traduire aussi une culture de certaines personnes pour lesquelles l'arme blanche, le couteau, n'est pas, c'est banal. Malheureusement, c'est devenu banal. Et quand on part armé d'un couteau, et je dis bien le mot armé, ce n'est pas anodin, c'est vraiment qu'on part avec cette intention de dominer par la terreur, tout simplement. Cette multiplication des attaques au couteau, notamment dans la capitale, mais pas seulement, pour vous, ça relève donc d'un aspect ou d'un caractère culturel? Pour moi, ça relève d'un aspect, d'un caractère culturel, comme vous le dites. Et les chiffres sont là aussi. Je crois qu'on dénombre à peu près 120 attaques au couteau par jour. Donc ça n'est pas rien, c'est une réalité. Et généralement, on retrouve les mêmes typologies d'auteurs derrière ces faits. C'est-à-dire ?
Eh bien, bien souvent des personnes qui ont une relation, enfin qui ne sont pas, je veux dire entre guillemets français de souche, mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées avec une certaine forme de, tout simplement, un lien avec l'islam. Après la mort de Thomas, Marie-Hélène Torraval, tout comme celle de Nicolas, victime d'une fusillade sur le parking d'une discothèque en Ardèche, les responsables politiques ont appelé, évidemment vous vous en souvenez, vous l'avez vécu, j'allais dire, dans votre chair avec la mort de Thomas, à appeler un réarmement judiciaire, ils ont appelé à revoir la justice des mineurs. Il y a un débat sur la récidive, sur les courtes peines, les ultra courtes peines. Qu'est-ce qui a changé très concrètement depuis? Alors malheureusement, rien. C'est-à-dire que rien n'a évolué, on se retrouve toujours dans les mêmes situations, et à chaque situation, on se retrouve dans les mêmes incantations. Alors maintenant, je veux dire, des paroles, c'est très bien, des actes, ce serait beaucoup mieux, et c'est beaucoup attendu. Rien depuis novembre 2023. Hein, non, je veux dire, non. Si on n'arrête pas la culture de l'excuse, qu'est-ce qui peut advenir? Eh bien, ça va être une situation qui va s'amplifier. Et je dois dire que lorsqu'on regarde l'actualité, eh bien, cette amplification, elle se traduit tous les jours. On se souvient d'ailleurs, Marie-Hélène Torraval, de la phrase de la veuve du gendarme Comines qui avait dit que la France avait tué son mari, et cette veuve a été critiquée, elle a été brocardée. Pour Elias, pour Thomas, pour Nicolas, est-ce que c'est le cas aussi quand on voit très souvent que c'est le fait de multirécidivistes? Est-ce que la France, voilà, pour reprendre cette phrase, eh bien, est responsable, en tous les cas, l'État? Est-ce que c'est une forme de non-assistance à jeunesse en danger? Bien sûr, mais je pense que les mots d'harmonie commune sont d'une grande réalité, et malheureusement aussi toujours d'une grande actualité. Je trouve que cette femme avait fait preuve d'un courage exceptionnel. Madame le maire, nous sommes à un peu plus d'un an, et 3 mois après la mort de Thomas. Où en est l'enquête? Est-ce qu'il est toujours impossible pour la justice aujourd'hui de dire avec certitude qui a porté le coup mortel? Alors, je n'ai pas à commenter une enquête. Les seules choses que je sais et que nous savons tous, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'auteur désigné par rapport à ce meurtre. Et qu'en est-il du caractère anti-blanc de l'attaque? Est-ce que vous pensez que la justice est mal à l'aise face au racisme anti-blanc? Je pense que la justice est mal à l'aise avec cette notion. Par contre, les victimes et la famille auraient souhaité que cette notion de racisme anti-blanc puisse être appréciée par le tribunal, tout simplement. Je le rappelle, sur CNews et Europe 1 ce matin, vous êtes une élue de terrain. Vous avez d'ailleurs reçu le prix de l'élu en 2024 pour vos mots et pour vos actes. Romans, rappelons-le, est une ville moyenne. C'est une ville de 34 000 habitants où la majorité de la population aspire à vivre tranquillement. Mais dans le quartier de la Monnaie, il y a une centaine de jeunes et un noyau dur qui pose vraiment problème, avec des jeunes particulièrement menaçants et violents. Qu'est-ce qui a été fait? Je me souviens, à l'époque, vous l'avez dénoncé, vous étiez seul, vous étiez même abandonné, vous avez été menacé. Quand même là, c'était un noyau dur qui était identifié. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai jamais été abandonné parce que j'ai été largement soutenu, notamment par beaucoup d'anonymes aussi. Donc ça, c'est entendez par certains responsables politiques. Ah, certains responsables politiques, oui, parce que c'est pas le sujet sur lesquels les politiques, je vais pas dire ne s'aventurent, mais se positionner sur ces problématiques à chaque fois. Si un politique le fait, il estime qu'il prend le risque d'avoir ou de subir une certaine forme de classement vers l'extrême droite. Alors que la majorité des habitants, c'est malheureux, on ne peut pas dire les choses. Vous disent, je suppose, Madame le maire, dans la rue, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur conviction politique. Ils me disent que j'ai raison. Ils me disent que j'ai bien fait de le faire. Et aujourd'hui, le quartier de la Monnaie est un quartier qui se tient à peu près. Mais je veux dire, la tranquillité d'aujourd'hui n'est pas forcément la tranquillité de demain. Après, je veux dire, c'est pas ce qui m'occupe tous les jours non plus, parce que j'ai le reste de la population et une ville à faire avancer, sur laquelle il faut investir. Donc c'est ce que nous faisons sur un nombre de domaines assez conséquent. Ça veut dire aussi que moi, je suis dans une situation où le quartier n'est pas très grand. Mais quand je regarde ces grands ensembles, notamment les grands ensembles qui sont dans les périphéries des grandes métropoles, là, je me dis qu'il y a un sujet, parce que là, on n'est pas sur la submersion, mais on est carrément sur le raz-de-marée. Raz-de-marée avec des zones de non-droit? Des zones de non-droit. Vous savez déjà, quand vous parlez d'une notion de cité, vous parlez d'un État finalement. Donc ce sont des États dans l'État. État dans l'État, avec parfois une filiation, en tout cas un environnement éducatif qui est, absent
ou pour le dire autrement, souvent ce sont des individus ou des mineurs qui ont des parents délinquants. C'est ce que vous observez aussi dans le quartier de la Monnaie? Alors, on a ces situations-là, mais pas que, mais ce sont aussi des quartiers sur lesquels arrive un flux continu d'immigration. Donc, l'ensemble des politiques de prévention, l'ensemble des politiques d'éducation que vous pouvez mettre en place, hein, si elles correspondent au jour J, au jour J+1, J+2, eh bien, en fait, les moyens ne correspondent plus parce que vous le peuplement de ces quartiers n'est absolument pas maîtrisé et il est même pas apprécié, il n'est pas organisé, parce qu'il n'est pas connu, puisque vous avez cette immigration irrégulière, c'est un nombre de personnes qui sont en situation irrégulière. Vous pensez bien qu'ils se déclarent pas puisqu'ils sont en situation irrégulière. Donc généralement, il y a des filières qui s'installent et avec des situations où on retrouve aussi ces personnes qui sont dans qui sont en situation irrégulière et qui sont dans ces quartiers. Mais alors pour la tranquillité des habitants, comment extraire ces noyaux durs des villes, des communes, des villages? Parce que là, Marie-Hélène Torraval, vous décrivez à la fois un phénomène de violence, un phénomène de radicalisation religieuse également. C'est un cocktail relativement explosif. Alors à ce cocktail, il faut ajouter le narcotrafic, puisque effectivement c'est le modèle économique de ces États dans l'État, donc il faut le dire très clairement. Donc ça permet aussi d'avoir les moyens de vivre justement, et on trouve une main-d'œuvre très facilement dans ce domaine, puisque la main-d'œuvre est à disposition et ça n'est pas difficile de la convaincre d'œuvrer dans ce sens. Donc ça c'est un des points sur lesquels violence, radicalisation, narcotrafic, c'est une bombe finalement. Donc sur le narcotrafic, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin vraiment ont engagé un plan d'action. On en est aux paroles. Maintenant, on attend les actes et c'est ce qui est vraiment nécessaire. Après, dans les sujets qui les concernent aussi, il y a le sujet de l'immigration. Et là, ce flot continue, il faut absolument le stopper, quoi. Ce flot continue malgré les tours de vis annoncés, malgré la circulaire. Là, vous dites que c'est quand même, vos mots sont certainement adossés à la réalité, fort et important. C'est-à-dire, si ce flot se poursuit avec la réalité que nous avons décrite, c'est plus qu'une submersion, c'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on ne s'en sortira pas. Donc moi je suis très clair sur ce point-là. Il y a un autre sujet aussi qui me tient à cœur sur les dispositions qui sont envisagées. Notamment, c'est sur la régularisation de personnes qui sont en situation irrégulière. Moi, je suis un peu offusquée par cette proposition parce qu'on dit finalement des personnes qui sont en situation irrégulière. Il se trouve que face à cela, nous avons des métiers qui sont en tension. Donc, on va en régulariser 10 000 et nous allons les former pour qu'ils puissent s'adapter sur ces postes. Je rappelle à toutes fins utiles qu'on a plus de 3 millions de chômeurs, qu'on a à peu près 1,8 million, 1,9 million personnes qui sont au RSA. Ces personnes ne sont pas capables d'être formées. On n'est pas capable d'aller les former et de faire en sorte qu'ils acquièrent les compétences qui correspondent à ces métiers en tension. Donc je pense que la première des choses, puisqu'on est en train de chercher quand même des économies, ça fait déjà un moment qu'on les cherche, mais chercher des économies, je pense que de remettre une certaine frange de la population qui est soit au chômage, soit au RSA, enfin, généralement ils sont sur les deux, de les remettre au travail sur ces métiers en tension, je pense que ce serait une première chose qui serait prioritaire. On vous écoute sur CNews et Europe 1, vos propos sont clairs. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment, d'abord, le ministre de l'économie dit qu'il faut cette immigration de travail et qui affirme que les Français, là je cite, certains responsables politiques ne veulent pas faire ces métiers généralement. Alors, ils ne veulent pas, mais ils veulent bien, se satisfaire des allocations. Donc, moi, je dis qu'à un moment donné, il faut un tour de vis aussi. Donc, ce tour de vis, il doit intervenir sur cette partie-là. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont RSA sont en capacité de travailler, mais vous savez, une fois, je discutais avec un ancien président de département qui connaissait bien cette situation. Il me disait sur 100 personnes au RSA, il y en a les 2 tiers qui pourraient retrouver le chemin du travail. Donc, c'est pas je veux ou je veux pas, mais ça va être il faut. On va conclure, Marie-Hélène Torraval. Nous avons parlé, puisque nous avons parlé d'Elias, nous avons parlé de Thomas. On ne peut pas conclure sans que je vous demande des nouvelles de la famille de Thomas. Mais à travers la question sur la famille de Thomas, on pense à la famille d'Elias, on pense à la famille Nicolas, on pense à la famille de Chemseddine, on pense
à cette douleur, à ce deuil insurmontable. Et je sais que vous êtes toujours en contact avec eux. La question n'est pas comment vont-ils, la question c'est comment vivent-ils. Je pense que, j'ose le dire, ils survivent. Ils survivent parce qu'ils ont deux autres enfants. Donc il faut regarder devant. C'est le cas des parents de Nicolas, c'est le cas aussi des parents de Thomas, c'est le cas des parents de Zacharia, ça va être le cas aussi des parents d'Elias. Quel fait froid dans le dos cette liste. Voilà, elle fait froid dans le dos. Et je crois que malheureusement, ce n'est pas terminé. C'est bien ça qui me chagrine. Et ce sont des faits de société. Merci Marie-Hélène Torraval. Merci encore à vous. Je rappelle ce prix de l'élu 2024, un prix de l'élu de l'année, un prix venant souligner la réalité d'une mère courage. Bonne journée, à bientôt. Merci. Merci Marie-Hélène Torraval. Merci Sonia Mabrouk.